Alors, première étape, première chose à faire, ça va être l'octroi du prix Victor Théophile d'Aubigny. Alors, c'est un prix de la Société de conservation du patrimoine et c'est un prix qui est donné à un médecin vétérinaire depuis 1988 de façon à reconnaître et à souligner l'apport particulier d'un médecin vétérinaire à la profession et aussi à la communauté. Alors, cette année, la Société a décidé d'octroyer le prix à Dr Martine Dubuc, que beaucoup de gens connaissent. Basé sur sa carrière, sur la contribution qu'elle a fait à la société et surtout à la communauté et au côté aussi patrimonial de ses activités. Alors, pour la présenter, à ce moment-là, c'est pas moi, on a choisi quelqu'un de beaucoup mieux que moi. C'est Dr Anna Mackay, qui est une collègue de classe qui a obtenu son doctorat en médecine vétérinaire en 1985. Ensuite, une maîtrise en pathologie microbiologie en 1995. Dr Mackay a travaillé en clinique, les petits animaux, et ensuite, elle s'est dirigée vers la santé publique. Alors, elle a travaillé à Agriculture Canada et à l'Agence canadienne de l'inspection des aliments. Et c'est surtout dans le cadre de ses activités en santé publique qu'elle a eu l'occasion de connaître beaucoup mieux Dr Dubuc. Et je vais la laisser vous parler de la carrière de Dr Dubuc. Bonjour. Je vais commencer à m'adresser à Martine. Mes 2 premières diapos s'adressent à elle. Ma chère Martine, mon amie, ma collègue de toujours, en cette journée mémorable de remise du prix Théodule d'Aubigny, je veux partager avec toi quelques-uns des moments forts de ta carrière qui témoignent de ton engagement et de ta passion pour la santé publique vétérinaire. En 1985, les camarades de classe ont reconnu ton grand intérêt. Ici, si vous regardez le texte, tes camarades de classe en 1985 ont reconnu ton grand intérêt pour tes animaux ainsi que ton approche transparente et directe. Attributs qui ont marqué ta carrière professionnelle. Notre relation s'est maintenue au fil des années au travail et s'est poursuivie après la retraite sur le conseil d'administration de Vétérinaires sans frontières et lors de nos activités de camping. Tout a commencé en 1985. Lors de notre graduation, quelques semaines plus tard, je t'appelais pour te proposer de te joindre à l'équipe de la clinique vétérinaire de Lormier-Rosemont. Ce premier projet collaboratif a établi les bases de notre amitié et renforcé notre collaboration professionnelle. Nous avons ensuite élargi nos horizons, d'abord en construisant la clinique vétérinaire Jarry-Viault en juin 1987, où tu as démontré tes compétences en gestion et en prise de décision. Après plusieurs années de pratique, nous avons décidé de relever de nouveaux défis. Martine a intégré la fonction publique au provincial, tandis que moi, j'ai fait mon saut au niveau fédéral. Maintenant, je vais vous parler à vous tous, le parcours de Dr Dubuc raconté par Dr Mackay. Ça, c'est son parcours. C'est pas évident, les expériences professionnelles qu'elle a eues. Je vais vous faire un résumé de ce tableau-là. En 1991, comme je disais, Martine a intégré le MAPAC comme vétérinaire responsable de l'épidémiologie, alors que moi, je rejoignais l'agence en inspection des aliments. Pendant 17 ans, Martine a gravi les échelons du ministère. En 2007, elle devient sous-ministre adjointe à la Direction générale de l'alimentation. De 2008 à 2017, elle occupe le poste de vice-présidente des sciences pour la protection des végétaux, la santé animale et la salubrité des aliments à l'Agence canadienne des aliments, d'inspection des aliments. Elle supervise un réseau de laboratoires, de 13 laboratoires, dont celui de niveau 4 à Winnipeg, que j'ai eu la chance de visiter. Et est nommée chef de la salubrité du Canada. Elle représente le pays auprès de l'Organisation mondiale de la santé animale. Le 23 janvier 2017, Dr Dubuc a été nommé sous-ministre délégué au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada. Maintenant, en résumé,
Dr Dubuc a travaillé pendant plus de 30 ans au sein de 2 paliers de gouvernement, occupant des postes de hauts fonctionnaires dans l'administration publique. Elle a été la première femme vétérinaire nommée déléguée du Canada à l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, de 2013 à 2017. De plus, durant ces années, elle a été nommée chef pour la salubrité des aliments au Canada. Dr Dubuc a toujours soutenu le concept « Un monde, une santé ». Ses actions pour la salubrité des aliments, la santé animale et l'environnement ont été remarquées par les hauts gestionnaires. Durant sa carrière, c'est tout ça qui a formé Martine, les crises. J'ai voulu mettre les crises les plus importantes rencontrées durant sa carrière. Martine a dû gérer plusieurs crises et enjeux majeurs dans les 2 niveaux de gouvernement. Les crises révèlent, elle me disait toujours ça, les crises révèlent les faiblesses des systèmes. Ça permet ainsi de les améliorer. Dr Dubuc est reconnu pour sa capacité à expliquer des enjeux complexes aux dirigeants non scientifiques. Les politiciens, ce n'est pas des scientifiques. C'était son rôle. Elle transformait l'information acceptable, compréhensible pour la politique, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. Au cours de sa carrière, elle a informé la haute gestion sur l'état des crises et les solutions possibles. Son expertise a aidé les décideurs à comprendre la science afin de prendre des décisions éclairées et aussi de valoriser la profession vétérinaire en santé publique. J'aimerais en souligner quelques-unes des crises. C'est ceux-là que je vais commencer de la gauche vers la droite. En 2004, premier cas au Canada, en Colombie-Britannique, de H7N3. À ce moment, Dr Dubuc occupe le poste de directrice à l'Institut national en santé animale au MAPAC. Suite au premier cas de grippe aviaire, Dr Dubuc a mis sur pied le plan des mesures d'urgence du MAPAC et le plan national de sécurité civile. 2 planifications déployées en coordination avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les documents que nous utilisons aujourd'hui en vigueur concernant la crise de l'influenza aviaire que nous vivons, vous savez, depuis 2021, c'est à répétition. C'est une adaptation de ces documents-là. Donc, on est peut-être rendu à la 20e version, mais c'est quand même elle qui a commencé la première version. En 2006, la grippe aviaire, Asie-Europe, les éclosions de grippe aviaire ont mis en évidence les risques liés avec la migration des oiseaux sauvages. La Dr Dubuc, directrice de l'Institut national en santé animale du MAPAC, a démontré l'importance de la surveillance des oiseaux sauvages pour détecter rapidement le virus et protéger les oiseaux domestiques. Ces recommandations ont conduit à l'augmentation des mesures de surveillance et à la création d'un laboratoire d'épidémiosurveillance à Saint-Hyacinthe, devenu essentiel depuis le printemps 2021 en raison des crises persistantes d'influenza aviaire chez les oiseaux domestiques. Donc, c'est important. Ça a commencé en 2006. 2008, elle a convaincu, cette fois-là, elle m'a bien expliqué, elle a convaincu M. Charest lui-même, le premier ministre, qui lui a dit « Tu me coûtes pas mal cher, Mme Dubuc. » En 2008, une autre crise, l'Listeria monocytogenes. J'imagine que les gens s'en rappellent, la crise du fromage. On l'a vu même au Bye-Bye 2008. Une éclosion de Listeria monocytogenes pulse ovaire 93 a touché plus de 38 personnes au Québec, avec plusieurs hospitalisations et 2 décès. Martine, sous-ministre adjointe à la Direction générale des aliments du MAPAC, a lancé une enquête sur les usines de fabrication de fromage. Cette investigation a identifié des points critiques menant à des plans d'action et mécanismes de contrôle pour prévenir des incidents similaires et protéger la santé publique. Après cette crise, elle a rejoint l'agence comme vice-présidente à la Direction générale des sciences et chef de salubrité des aliments où elle a dû affronter d'autres crises. La première et une des plus importantes que vous vous souvenez probablement, c'est la crise de XL Food. Lors de l'incident de contamination de viande avec E. coli à l'usine de XL Food en Alberta, elle occupait le poste de vice-présidente aux sciences et elle était chef de salubrité des aliments. Elle a efficacement communiqué avec les médias, le président de l'agence et le ministre de l'Agriculture pour assurer la suspension des activités non conformes de l'usine en veillant à la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires et au rappel rapide des produits contaminés. Je me souviens de l'avoir vu très souvent avec la ministre de la Santé aussi, Mme Ambrose. À l'époque, on était sous le gouvernement Harper.
À la suite des différentes crises alimentaires, Dr Dubuc, en sa qualité de chef de la salubrité des aliments, souhaitait améliorer les visites et la fréquence des inspections dans les établissements alimentaires sous inspection fédérale. Elle voulait accomplir cela sans toutefois augmenter le nombre d'inspecteurs ni les coûts pour les contribuables, tout en garantissant la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'elle a pensé? Un projet d'évaluation du risque. On va faire de l'inspection basée sur le risque. Dr Dubuc, en 2012, a lancé le projet ERE, l'évaluation du risque axé sur les établissements, inspiré par ses expériences des crises alimentaires et par le modèle IBR du MAPAC, l'inspection basée sur le risque du MAPAC. Elle a collaboré avec la Faculté de médecine vétérinaire et Dr Kessy et son équipe de la faculté. En 2015, de mon côté, j'ai rejoint l'agence où elle m'a demandé de prendre en charge ce beau gros projet-là qui a duré 10 ans jusqu'à la fin de ma carrière. C'est la recommandation de Martine qui a été suivie suite aux différentes crises et le modèle ERE a été introduit et automatisé pour les établissements alimentaires le 1er avril 2021. Ça fonctionne. Des experts de l'agence, en collaboration avec des membres du milieu universitaire ainsi que des représentants de l'Agence de santé publique, Santé Canada, ont participé au développement du modèle ERE Aliments. Le modèle ERE, avec son algorithme avancé, permet de déterminer et de cibler les activités d'inspection dans les établissements en fonction du niveau de risque qu'ils représentent pour les consommateurs. Pourquoi toutes les visiter s'il y en a qui ne sont pas à risque? C'était un peu le principe. On ne peut pas avoir 20 000 industries alimentaires puis 20 000 inspecteurs. On devait se contenter de 5 000. C'est la quantité d'inspecteurs qu'il y a approximativement à l'Agence canadienne pour faire des inspections. Donc, avec les 5 000 inspecteurs, on va les envoyer là où est le plus haut risque. Fait que le risque évalué des établissements alimentaires fédéraux est recalculé et mis à jour tous les 24 heures. Juste pour vous dire, les niveaux de risque, c'est de 1 à 7, 1 étant le niveau le plus élevé et 7 le moins élevé. Donc, selon le niveau de risque, les inspections vont être plus ou moins fréquentes. C'est un peu ça que je voulais vous expliquer avec le ERE. Cette méthode d'évaluation des risques est utilisée par les inspecteurs dans le secteur alimentaire, mais aussi dans les couvoirs, les meuneries et l'importation. Parce qu'après 2021, on a poursuivi jusqu'en 2024 à développer, jusqu'en 2024, jusqu'à la semaine passée, par exemple. Ça a terminé fin mars, ce projet-là, fin mars 2025. Diapo numéro 7. Ah, que dire de l'environnement? Le 23 janvier 2017, Dr Dubuc a été nommé sous-ministre délégué au ministère de l'Environnement et des Changements climatiques du Canada. En collaboration avec le sous-ministre, elle a assuré le leadership et la gestion du ministère, comptant plus de 7 500 employés répartis sur l'ensemble du territoire canadien, et ce jusqu'au 27 mai 2021, date de sa retraite de la fonction publique du Canada. Parmi ses multiples responsabilités, Dr Dubuc a participé au développement de politiques clés en matière de changement climatique, de protection de la biodiversité et de la nature, de la qualité de l'air et de l'eau. Martine a représenté le Canada sur divers dossiers internationaux. Ici, j'ai mis les logos parce qu'il y en a beaucoup. Je ne vais pas toutes vous les lire, mais par contre, je trouve ça intéressant de mentionner les G7 et les G20. Martine était au G7 et G20, chef de mission ministérielle, présidente du comité consultatif du Fonds mondial de l'OIE. Son mandat était de conseiller le directeur général sur l'allocution des fonds pour le renforcement des capacités des pays. Elle a participé à la délégation canadienne pour le lancement de la 3e évaluation de la performance environnementale du Canada pour l'OCDE, c'est l'Organisation for Economic Cooperation and Development à Paris. En 2012-2016, déléguée du Canada auprès de l'OIE, représentante des positions du Canada et contribution à l'élaboration des normes internationales en engageant les provinces et parties prenantes. Secrétaire général du Conseil régional des Amériques de l'OIE, développement d'une alliance stratégique entre 29 pays pour assurer leur participation au processus normatif. Représentante du Canada au comité Quad sur la santé animale, Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada. Je ne sais pas si ça existe encore. Pour influencer les normes commerciales.
Membre du groupe, membre du groupe de travail, elle était aussi membre du groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale, membre du comité d'évaluation externe CERES pour l'évaluation du Centre de recherche agronomique de France, représentante de l'ACIA sur la gouvernance internationale à l'OMS, l'OIE, la FAO, concernant la résistance aux antimicrobiens et le plan d'action mondial. Membre expert du comité aviseur du Fonds de recherche Canada, Fondation Bill et Melinda Gates. Je pense que ça dit beaucoup pour le développement de vaccins pour les pays en voie de développement. Représentante de l'Agence sur le partenariat Recherche et Sciences Canada-Chine. 2008-2016, partenariat scientifique entre l'ACIA et divers pays membres de l'OIE pour le renforcement des capacités. Chef de mission canadienne à la Conférence internationale de l'OIE sur la traçabilité. Martine a été très impliquée dans la traçabilité au Québec. Membre du groupe de ad hoc experts de l'OIE sur les standards de traçabilité des animaux. 2000-2008, représentante au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec sur le partenariat France-Québec pour la sécurité alimentaire. Maintenant, Mesdames, Messieurs, c'est avec une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage à Dr Dubuc, récipiendaire du prix Théodule d'Aubigny. Victor Théodule d'Aubigny, je l'ai dit comme il faut? Oui. Dr Dubuc est une pionnière dans le domaine de la santé publique vétérinaire, où elle s'est distinguée par sa vision et son dévouement au concept « Un monde, une santé ». Tout au long de sa carrière, elle a œuvré avec détermination pour faire valoir la compétence et l'expertise des médecins vétérinaires en matière de santé publique. Sa capacité à vulgariser des enjeux complexes et à influencer les instances de gouvernance a renforcé la position de la profession vétérinaire au sein des systèmes de santé publique. Dr Dubuc a su inspirer et mobiliser les individus en créant des équipes multidisciplinaires pour relever les défis les plus urgents. La valeur d'intégrité, d'innovation et de respect ont guidé son parcours professionnel. Son parcours constitue une source d'inspiration pour tous les professionnels œuvrant dans les secteurs de la santé publique et de la médecine vétérinaire. Maintenant, nous saluons le soutien indéfectible de son conjoint, André April, qui est ici aujourd'hui, et de ses filles, Eva et Laura, ainsi que Madame Dubuc, qui a 89 ans maintenant, depuis la semaine passée, et les sœurs Dubuc, qui ont contribué à son succès, parce que pendant tout son parcours, elle avait 2 filles. Fait que qui c'est qui gardait les filles puis qui s'en occupait? Les sœurs Dubuc puis Madame Dubuc. Ils sont tout comme nous témoins et fiers de l'impact extraordinaire que Martine a eu tout au long de sa carrière. Félicitations pour ce prix hautement mérité, Martine. Je veux te remercier et te féliciter pour toutes tes réalisations que tu as accomplies et surtout pour la personne que tu es et tout ce que tu as apporté à tes collègues et aux Canadiens. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr McKay. Je pense que la présentation a été plus qu'excellente. La présentation a été extraordinaire, mais surtout la carrière de Dr Dubuc, elle est plus qu'extraordinaire. Elle est un exemple pour nous tous et surtout pour la relève, même s'il y a quelques... Alors, comme on peut voir, un vétérinaire ou une vétérinaire peut avoir un impact majeur, bien au-delà de la profession. Et plus j'écoutais Dr McKay, plus je me disais, est-ce qu'elle parle juste d'une seule personne? C'est incroyable. Alors, pour poursuivre, j'inviterai la présidente de la Société, alors, Dr Breton, à remettre le prix Victor Théophile d'Aubigny. Théophile. Moi aussi, je le mets ça. À Dr Dubuc. Martine, j'ai juste quelques mots à dire. Je pense que tu as mis la médecine vétérinaire sur la map. Provinciale, fédérale, mondiale. Il manque juste la NASA. Félicitations. Très, très, très beau parcours inspirant. Bravo. Merci beaucoup.
Bien, tout d'abord, très grand merci à la Société de me donner ce prix. Et c'est vraiment aujourd'hui, avec humilité puis grand honneur que j'accepte ce prix. Mais ce prix-là, il reconnaît, comme Dr. Mackay l'a mentionné, le travail qu'on fait dans la fonction publique. Donc, pour moi, c'est pas juste un prix pour moi, c'est un prix de reconnaissance de la communauté vétérinaire qui a travaillé, qui continue de travailler à l'intérieur des différents paliers de gouvernement, que ce soit provincial, fédéral ou encore municipal. Il y a des vétérinaires qui sont présents. Donc, pour moi, c'est cette reconnaissance-là. Et j'ai beaucoup d'amis, de collègues de travail qui sont ici de l'agence, là-bas, du MAPAC, des collègues aussi de la classe qui sont venus à cet événement. Donc, vraiment, aujourd'hui, je suis émue parce que c'est toujours émouvant là, quand on fait un retour sur ces années-là. 30 ans de carrière, ça passe vite. Ça a passé même trop vite. Moi, j'ai aimé chacune des journées que j'ai travaillées. Les 4 dernières années à l'environnement, je dirais que c'était comme un retour à l'université pour moi parce que je changeais complètement de clients, de partenaires. Donc, j'ai dû réapprendre, encore une fois, beaucoup de choses au niveau des 4 années que j'ai passées à l'environnement, mais ça a été un très beau défi parce que ça a encore fait valoir la profession vétérinaire dans le secteur de une santé, c'est-à-dire que les changements climatiques d'aujourd'hui affectent la santé des animaux, affectent la santé de la faune, et il faut vraiment se préoccuper. Donc, pour moi, c'était un parcours, j'ai été vraiment choyée durant ce parcours-là. Autant quand j'ai été en clinique avec Anna, où j'ai appris beaucoup de choses. Et cette chose-là m'a servi tout au long de ma carrière. C'était comment on pouvait convaincre un client avec les bons arguments. Donc, quand je suis arrivée dans la fonction publique, j'ai utilisé cette force de convaincre les gens avec les bons arguments. Et les bons arguments, c'est basé sur des données probantes. Et toute ma carrière, durant ces 30 années-là, j'ai été vraiment passionnée pour stimuler les systèmes de collecte de données. Comment on pouvait, avec les données qu'on avait, recommander aux décideurs les meilleures options. Et aujourd'hui, c'est pas moi, c'est vraiment tout ça, c'est un travail d'équipe. Et les équipes ont été, pour moi, d'un ressourcement incroyable parce que j'ai rencontré, tant dans la fonction publique fédérale qu'au provincial, des gens avec des compétences incroyables, des gens, des experts en recherche, des gens qui avaient à cœur aussi l'objectif commun de protéger la santé des animaux, la santé publique, puis la salubrité des aliments. Donc, au cours de ces années-là, tant au niveau du MAPAC et aussi au niveau de l'Agence et l'environnement, on a développé des partenariats avec les meilleurs. Et les meilleurs, bien, il y en a dans le gouvernement, mais il y en a à l'extérieur du gouvernement. Donc, je veux remercier tous mes collègues de la faculté qui sont ici. Et là, je suis tellement contente de voir Docteur Couture et puis aussi Docteur Michel Bigra-Poulain qui m'ont toujours supporté quand j'ai eu besoin de la faculté. Et ça, je veux le mentionner parce qu'on sort de la faculté avec une formation solide, mais ça ne s'arrête pas là parce que l'évolution, l'innovation, ça va rapidement, les événements. Et hier soir, je pensais à la première épidémie de BVD où je suis retournée à la faculté voir mes collègues, Docteur Couture, pour avoir plus d'informations, savoir comment on pouvait contrer cette fameuse épidémie-là. Et vraiment, j'ai été supportée par la suite pour préparer des formations particulières pour les vétérinaires qui œuvrent en fonction publique. Donc, la faculté a toujours été là pour nous supporter et nous aider. Et tout dernièrement, encore une fois, Dr. Kessy et son équipe, quand je suis passée à la faculté, puis là, je lui ai soumis, est-ce que vous pourriez nous aider à préparer un nouveau modèle basé sur les données? Et les données, c'est important parce que c'est ce qui fait qu'on devient crédible pour orienter les politiques publiques. Sans données, on est rien. Il faut vraiment s'assurer de cumuler. Je suis quand même très déçue de voir qu'aux États-Unis, il se passe des choses actuellement qui détruisent ces informations-là. Donc, les systèmes d'information développés en collaboration avec la faculté ont été pour moi, en tout cas au cours de ma carrière, vraiment utiles et importantes. Et je pense que le nouveau modèle qu'utilisent aujourd'hui les inspecteurs, un modèle digital. Il faut penser que quand moi je suis rentrée au gouvernement, c'était des machines à écrire.
Après ça, les ordinateurs sont arrivés, les systèmes d'information ont commencé à prendre place. Et je me rappelle avoir été à faculté avec des ordinateurs à peu près gros comme ça, là, tu sais, pour que Dr Bigra-Poulain, Dr Bélanger, qui étaient dans le secteur de la santé publique, nous donnent de leurs conseils pour voir comment on pouvait développer des systèmes de surveillance basés sur le déplacement des animaux. Et donc, je veux remercier les vétérinaires aussi qui ont travaillé sur des politiques publiques. Développer des lois et des règlements quand on sort de la faculté, c'est pas toujours évident. Mais c'est comme ça que c'est le travail un peu aussi des gouvernements d'améliorer les politiques publiques. Et donc, les vétérinaires ont joué, ils jouent encore un rôle important. J'ai des noms qui me viennent en tête. Docteur Dansereau, Sylvie Dansereau du MAPAC, qui a développé toute la traçabilité animale. Et ça prend des experts vétérinaires pour expliquer le bien fondé de ces outils-là. Et maintenant, à l'environnement, bien, il y a de plus en plus de vétérinaires qui vont au niveau de l'environnement. Donc, c'est important de stimuler cette émulsion-là du rôle du médecin vétérinaire dans la fonction publique. Et je pense que je vois mon collègue Robert Charlevoix, qui est ici aussi de l'agence, avec qui on a travaillé pendant les 8 années que j'étais à l'agence, avec les laboratoires de niveau 4. Et je dirais que toute la section diagnostic de laboratoire a pris toute son ampleur aussi dans les années 2005-2008 avec la construction des nouveaux laboratoires. Donc, un merci encore au docteur Jean Sirois avec qui j'avais travaillé le projet de laboratoire en collaboration avec la faculté, le laboratoire d'épidémiosurveillance. Je suis allée récemment, puis c'est magnifique. Donc, d'avoir des environnements, des infrastructures modernes pour que les jeunes soient stimulés à aller dans ces environnements-là. Il faut les ramener, je dirais, au bureau parce que là, ils sont pas mal en télétravail. Mais moi, quand j'y étais, j'avais une passion aussi de profiter de l'expertise que j'avais et de la capacité des crises dont Anna a parlé. À chacune des crises, il y a eu des retombées positives pour moi. Les retombées positives, ça a été de convaincre les décideurs d'investir dans des infrastructures, d'investir dans la surveillance, parce que sans surveillance, bien, on n'a pas beaucoup de données, et d'investir aussi dans les mesures de contrôle et de prévention des maladies animales qui peuvent toucher la santé publique. Donc, ça a été une carrière motivante de 30 ans. Et bien sûr, tout ça, c'est avec des partenaires. Donc, des partenaires comme Génome Canada, Génome Québec, qui a amené toute l'arrivée des nouvelles techniques de laboratoire, le séquençage. Avec la crise des fromages, vous savez, durant la crise des fromages, qui a été une grosse crise, où on doit prendre des décisions basées sur les informations dont on a, puis on n'a jamais toutes les informations, il ne faut pas se leurrer. Les analyses de Listeria prenaient à peu près 2 semaines à être finalisées. Quand il faut prendre une décision de retirer des fromages, on n'a pas toujours le temps d'avoir tout l'ensemble de l'information. Et ces crises-là ont stimulé le volet scientifique à développer des nouveaux outils de séquençage parce que maintenant, pour diagnostiquer une listeria, c'est 48 heures, c'est plus 2 semaines. Donc, il faut encore une fois investir dans la recherche, la science. Et je pense que la faculté, les médecins vétérinaires sont des leaders pour ça parce qu'ils sont en lien avec le public, ils comprennent vraiment aussi comment traduire la science auprès du public. Et j'espère que dans le futur aussi, il y aura des vétérinaires qui vont gravir les échelons parce que c'est important de se retrouver aussi à différents échelons de la fonction publique pour pouvoir influencer et amener nos compétences aussi à l'intérieur. Donc, encore une fois, merci beaucoup à la société. Puis merci à vous tous. Puis bonne santé. Alors, merci beaucoup, Dr Dubuc. À vous entendre, on comprend comme quoi vous aviez vraiment une compétence particulière pour convaincre à peu près n'importe qui. Alors, prochaine étape, à la Société, il a été développé un programme d'établissement d'établissements vétérinaires patrimoniaux, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, intéressant, sous la responsabilité de Dr Michel Pépin. Fait que je vais laisser la parole à Dr Pépin de vous présenter les lauréats de cette année. Merci beaucoup. C'est pas évident parce que les présentateurs avaient beaucoup d'éloquence, donc je vais essayer de faire mon gros possible. Je vais lire mes notes.
Écoutez, la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois, son objectif, c'est de conserver le patrimoine, c'est clair, archivistique. Mais le patrimoine, c'est pas juste des archives. C'est pas juste des papiers, c'est aussi une culture, des individus et des bâtiments aussi. Fait que ce qu'on a voulu faire, dans le fond, avec ce nouveau programme-là, c'est de mettre en valeur un petit peu notre patrimoine bâti au Québec. Et aujourd'hui, c'est quand même assez particulier parce que on va honorer 3 établissements vétérinaires qui, à leur 3, représentent plus de 300 ans de soins aux animaux domestiques au Québec. Donc, c'est vraiment un très grand honneur. Donc, je vais faire un peu le portrait de ces 3 établissements-là. Le tout premier, juste pour vous dire aussi que le programme a commencé l'année dernière. On a honoré l'hôpital vétérinaire de Ormstown, qui avait aussi plusieurs années d'expérience. Pourquoi Ormstown? C'est parce que c'est la ville où Duncan McEachran, le père de la médecine vétérinaire au Canada, est décédé. C'est là où il a pris sa retraite. Et ça tombe en même temps que lui a fait aussi une exposition agricole. Donc, cette exposition agricole-là, c'est Duncan McEachran qui l'a parti il y a au-delà de 100 ans. Donc, on s'est pointé là-bas, dans la grange, à travers le bruit. Notre présidente a fait son beau speech pour remercier Duncan McEachran pendant que les veaux couraient, les enfants et tout. Fait que c'était... Puis il pleuvait sur la grange en métal. Fait que, on a l'enregistrement, mais on entend juste la pluie, puis on a des photos. Mais c'était un événement. Oui, on s'en rappelle encore. Donc, aujourd'hui, le premier établissement qu'on voudrait honorer, c'est la clinique vétérinaire Liesse. Je vous raconte un peu leur histoire, c'est important de la raconter. Le tout premier établissement vétérinaire honoré aujourd'hui a été fondé il y a exactement 75 ans, cette année, par le Dr. William James Langell. Il s'agit de la clinique vétérinaire Liesse. Le petit James Langell, qui a passé son enfance dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, décide après la Seconde Guerre mondiale de s'inscrire à l'Ontario Veterinary College. Il a obtenu son diplôme en 1950. 1950, c'est une année charnière dans le domaine des petits animaux au Québec. Il s'est passé beaucoup de choses. Vous allez voir, les 3 établissements ils ont des liens avec 1950. Avant d'ouvrir la clinique vétérinaire de ses rêves, la même année, il revient au Québec à la recherche d'un terrain près de Montréal, mais en milieu rural. Fait que le chemin Côte-de-Liesse, pour lui, en milieu agricole, est tout près du célèbre hippodrome de Dorval, semble l'endroit adéquat et idéal. Là, c'est l'aéroport de Dorval, en Pierre-Éliott Trudeau, mais à l'époque, c'était un hippodrome où il y avait des chevaux. Donc, la clinique vétérinaire de Liesse, en arrière dans sa cour, il y avait un hippodrome. Donc, ça a beaucoup changé, évidemment. C'est ainsi que la clinique vétérinaire de Liesse, pour chevaux et animaux domestiques, c'était comme ça qu'on l'appelait, voit le jour en 1950. Le docteur Langell ne doutait sans doute pas que l'hippodrome fermerait 8 ans plus tard, avalé par l'aéroport de Dorval. En seulement quelques années, la clinique de celui que tout le monde connaît, surtout comme le docteur Jimmy Langell, acquiert une belle réputation. En 1955, afin de répondre à la demande, il fait construire un nouvel hôpital, une clinique moderne avec 2 salles de consultation, ainsi que des salles de traitement, d'isolement et de chirurgie. On est en 1955, hein? Les animaux de compagnie, c'est encore pas ce qu'il y a de plus populaire. Au fil des ans, plusieurs vétérinaires y ont travaillé. Le docteur R. Scott, Dr. Urtnowski, Dr. Baron, Dr. Journet, Dr. Papineau-Couture, Dr. Wong, Dr. Sévigny, Baker, Foucault, Dorfman et Knopp. Donc, il y a eu beaucoup de vétérinaires qui ont travaillé au sein de cette clinique vétérinaire. En 2004, à l'âge de 78 ans, le Dr. Langell décide de prendre sa retraite et cède sa clinique à son fils, Robert Bob Langell, diplômé de l'Ontario Veterinary College en 1986. Dr. Langell est avec nous aujourd'hui. Salutations. Il nous disait même qu'il était venu au monde dans la clinique vétérinaire. Il a passé les 3 premières années parce que c'était aussi la maison en même temps. Donc, comme beaucoup de vétérinaires à l'époque, la clinique, la maison, c'était imbriqué. On était disponible 7 jours par semaine puis 24 heures par jour. Il n'y a pas moyen de s'échapper. Il n'y avait pas de centre d'urgence pour référer les cas. Puis en 2013, une étudiante de la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, Béatrice Gomez, qui est avec nous ici, est embauchée pour l'été. Mais elle est tombée en amour avec toute l'équipe, avec la clientèle. Puis l'année suivante, sa collègue Sofia Souklikas, qui est avec nous aussi, elle l'a rejoint.
Fait que chaque été, elle s'occupait avec un poste différent à la clinique. Ils ont tout fait, hein, comme nettoyer des cages, puis après ça, les clients. C'est comme ça qu'on apprend quand on commence à la base. Donc, ça lui permet d'acquérir une belle expérience et de se familiariser avec la clientèle. Puis en 2017, à l'obtention de leur diplôme, sans hésitation, elles débutent leur carrière en rejoignant l'équipe médicale. Donc, elles ont fait le saut, puis ont été travaillées à la clinique. Aujourd'hui, elles sont toutes deux copropriétaires de la clinique vétérinaire de Liesse. Afin de souligner ce très bel accomplissement et ce 75e anniversaire de fondation, la Société de conservation du patrimoine vétérinaire québécois est aujourd'hui heureuse d'ajouter officiellement la clinique vétérinaire de Liesse à sa prestigieuse liste des établissements vétérinaires patrimoniaux du Québec. Et aussi, il ne faut pas trop en parler, mais au niveau américain, il y a une société d'histoire américaine avec laquelle on correspond. Et la clinique Liesse va être ajoutée à cette liste aussi très prestigieuse d'établissements patrimoniaux nord-américains. Donc, j'inviterai les docteurs Béatrice Gomez et Sophia Soulikaz et Dr. Lengel à s'approcher pour venir chercher leurs plaques et leurs certificats. Bien, juste vous dire merci. C'est vraiment un honneur d'être là. Merci. Bravo. « 75 ans. Comment on fait pour devenir un établissement patrimonial? Mais il faut durer. Ah, c'est ça le truc. Il faut être persévérant et il faut avoir au moins 50 ans d'établissement. Donc, si l'établissement a changé de lieu, de propriétaire, de nom, l'affiliation, si elle continue, vous êtes admissible. Donc, les cliniques qui ont 50 ans et plus, ils commencent à en avoir beaucoup. On remonte à 1975. Donc, tous ceux qui ont 1975 et moins pourraient être classés patrimonial. On a environ une vingtaine d'établissements sur notre liste présentement. Donc, on essaie d'y aller par ordre de vieillesse. Donc, là, on a les 75 ans, mais peut-être aussi qu'on va en avoir d'autres qui vont s'ajouter. Prochain établissement. L'hôpital vétérinaire du Nord. C'est une longue histoire, mais je vais la faire courte. Drôle de hasard, parce que la même année où le docteur Lengel complète son cours à Guelph et ouvre sa clinique, le docteur Lucien Desmarais obtient lui aussi son diplôme de l'École de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Je l'ai dit, 1950, c'est une date importante. Bien décidé à œuvrer dans le domaine des petits animaux, il fonde dès sa sortie l'Hôpital vétérinaire du Nord, à même son domicile, situé au 8905 rue La Jeunesse. En faisant cela, il va à l'encontre des conseils de ses professeurs, Maurice Panisset et Louis-Gonzague Gélina, qui affirment que le marché des petits animaux est saturé à Montréal. Oublie ça, mon Lucien, ça ne marchera pas. Il y a des visionnaires des fois dans la vie. Évidemment, ce n'est pas le cas. En 1960, il fait l'acquisition d'un nouvel édifice localisé un peu plus loin sur la rue La Jeunesse afin d'y installer son hôpital. Animé par un avant-gardisme et une vision futuriste de la médecine vétérinaire qui le pousse à innover dans le milieu francophone, il contacte la prestigieuse association l'Association des hôpitaux vétérinaires américains, la AHA. Grâce à cette démarche, l'Hôpital vétérinaire du Nord devient ainsi le premier établissement vétérinaire francophone à obtenir une certification en Amérique du Nord. En 1972, il s'associe au Dr René Dubuc, Jacques Grégoire et Maurice Barrette. Les docteurs Michel Turcotte et Céline Lavallée se joignent ensuite à l'équipe. Ce groupe sera le premier à créer un réseau de cliniques périphériques relié à un hôpital vétérinaire. Aujourd'hui, ça nous semble tout à fait normal, mais à l'époque, c'était quand même révolutionnaire d'avoir un hôpital central avec des cliniques référentes. Plus tard, une autre génération de vétérinaires, incluant les docteurs Richard Inguette, Michel Gosselin, Mario Comtois et Lucie Hainaut, s'associera avec le docteur Dubuc pour assurer le développement de l'établissement. Puis, en 2018, l'Hôpital vétérinaire du Nord est acheté par un groupe de femmes entrepreneurs, médecins vétérinaires et techniciennes en santé animale. Ce regroupement très dynamique, baptisé Flair et compagnie, est présentement présidé par la docteure Lucie Hainaut, qui est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Mme Isabelle Asselin qui devait être avec nous ce matin, mais malheureusement, des problèmes de santé avec les enfants, vous savez ce que c'est, là. Technicienne en santé animale, ou les petits-enfants. Dans votre cas, c'est sûr qu'il y a pas mal plus de petits-enfants que d'enfants. Donc, c'est elle qui dirige cette belle institution. Donc, afin de souligner ce magnifique accomplissement, la Société de conservation du patrimoine est aujourd'hui heureuse d'ajouter l'Hôpital vétérinaire du Nord à sa prestigieuse liste des établissements. J'ai la misère, hein? Je vais pas me prendre de l'eau tantôt. Établissements patrimoniaux du Québec. Donc, j'inviterai Dr Lucie Hainaut à venir recevoir sa plaque avec notre président.
je vais vous faire un petit mot rapide juste pour remercier les bâtisseurs de la médecine vétérinaire qu'il y a dans la salle. Je vous écoutais tantôt parler, puis je me suis dit, ces gens-là ont aussi fait face à leurs défis et c'est inspirant parce que je vais vous dire qu'on fait face aux nôtres maintenant. Et puis, ce qui nous unit, nous a toujours unis les médecins vétérinaires, c'est notre amour des animaux et c'est ce qu'on a de plus beau, de plus fort. Aussi, mes félicitations à Dr. Dubuc. J'ai trouvé sa carrière très impressionnante et je vais la mettre en vedette sur le web magazine Flair et compagnie parce que c'est une carrière exceptionnelle. Alors, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui puis de nous accorder cet honneur-là. Non, on est dans du gros stock, là. Du très gros stock. J'aurais 200 pages de notes, mais on va se contenter des 2 pages que j'ai écrites. Fait que finalement, tout seigneur, tout honneur, l'hôpital vétérinaire Baker, qui célèbre cette année, croyez-le ou non, son 159e anniversaire. C'est l'établissement le plus vieux, plus âgé, ancien à travers le Canada. Donc, personne. C'est vraiment assez incroyable qu'on ait encore une institution ici au Québec qui est aussi âgée. En effet, le tout a débuté en 1866, avant même la création du Canada. Alors qu'un jeune vétérinaire du nom de Duncan McEachern, à peine âgé de 24 ans, a décidé de créer l'hôpital vétérinaire. Bien, en fait, c'était même pas un hôpital, c'était une école vétérinaire, le Montreal Veterinary School. Donc, c'était la première école du genre au Québec et c'est très rapidement devenu une institution reconnue partout en Amérique et même à travers le monde. Les avancées de cette école-là sont incommensurable. Il s'est associé avec l'Université McGill dès le départ, donc les étudiants avaient une reconnaissance puis une formation vraiment extraordinaire. Le cours, au lieu d'être de 2 ans, comme partout en France, en Écosse, en Angleterre, était de 3 ans. Les étudiants devaient savoir lire et écrire, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans les autres écoles. Donc, on est dans un autre univers. Donc, à 2 pas du Palais des Congrès, il inaugure sa première hôpital vétérinaire, donc le Montreal Veterinary School. En 1875, il déménage sa pratique sur la rue Union Avenue, un tout nouvel édifice spécialement conçu pour l'enseignement et le traitement des animaux. Je vais vous montrer la petite clinique qui s'est offerte. Donc, c'était à l'époque, comme je vous disais, l'école vétérinaire et la clinique aussi, qui avait même une section pour les petits animaux au 2e étage. Ça lui a coûté 10 000 $ faire construire de sa poche à l'époque. C'était semi-privé. Il y avait des subventions du gouvernement, mais principalement, c'était avec sa clientèle qui réussissait à faire vivre cet hôpital-là. Donc, grâce au succès de son établissement d'enseignement et l'augmentation de sa clientèle, en 1887, il a décidé de s'associer avec son frère, Charles McEachern, qui était venu le rejoindre d'Écosse, qui y avait enseigné, et le docteur Malcolm Clapp Baker. Donc, la McEachern, Baker & McEachern devient la première société vétérinaire de praticiens au Québec. Donc, jamais des vétérinaires s'étaient associés. Tout le monde travaillait en solo, évidemment, à l'époque. Donc, je crois ici, on va vous montrer c'est qui ces messieurs-là. Fait qu'on a Duncan McEachern, on a Malcolm Baker, puis on a aussi Charles McEachern, puis on a leur affiche. Tu sais, on se demande, c'était pas un hôpital, c'était pas une clinique, ils s'annonçaient tout simplement sur leur nom comme ça. Donc, c'était vraiment là, les McEachern, Baker McEachern Veterinary Surgeon. C'est comme ça qu'on s'annonçait dans les journaux à l'époque. Donc, les gens venaient les rencontrer. Donc, c'est devenu très rapidement une société très, très prospère. Au moment de sa retraite en 1903, lorsque Duncan McEachern est parti à Armstrong, on vous parlait tantôt, donc, il a vendu sa société à son frère. Et par la suite, malheureusement, Charles était très, très riche. Il ne pratiquait pas beaucoup parce qu'il avait marié la fille de l'homme le plus riche au Canada, Hugh Allen, qui avait les bateaux de transport. Donc, il jouait au polo, il faisait une belle vie de dandy, il recevait les gens. Donc, Charles, en vite compris, c'est un beau jeune homme, Charles. Mais malheureusement, il est mort très jeune. Et c'est Malcolm Baker qui s'est ramassé avec l'hôpital vétérinaire. Donc, à l'époque, McEachern avait vendu sa pratique pour 2 000 $ à son frère et au docteur Baker. Donc, malheureusement, comme je vous disais, il est décédé. Par la suite... OK. Charles, Dr. Baker, heureusement, en 1923, son fils est devenu vétérinaire. Fait qu'il est devenu vétérinaire du OVC en Ontario, puis il est venu l'aider en 1923. 2 ans plus tard, ils deviennent officiellement sous le nom de MC Baker & Son, puis déménagent sur la rue Shooter, anciennement Elmer.
Donc, ensemble, ils vont exercer la profession de médecin vétérinaire jusqu'en 1931, où le patriarche Malcolm va décéder. Fait que là, lui, le fils, se retrouve tout seul encore, comme son père à l'époque. Donc, heureusement, son fils aussi est devenu vétérinaire. Fait qu'année où son fils John Malcolm Mac Baker, c'est compliqué parce qu'ils ont tous les mêmes noms et ils se ressemblent, obtient son diplôme l'université de l'OVC. En 1956, l'hôpital Baker aménage sur la rue Méran, où il est toujours situé présentement. Le docteur Malcolm Baker accueille ensuite 2 associés copropriétaires, le docteur Hugo Lubert en 1963 et le docteur Donald Floyd en 1976. Le trio va travailler ensemble jusqu'en 1984, où le docteur Baker vend ses parts. Puis en 1999, le docteur Lubert prend sa retraite et cède ses parts au docteur Floyd. La docteure Julie Béreza, qui est avec nous aujourd'hui, diplômée de l'OVC aussi en 1997, intègre l'équipe en 2001 et en devient l'unique propriétaire de l'entreprise en 2011. Aujourd'hui, l'hôpital vétérinaire Baker est toujours bien en place, bien vivante et encore très moderne. Donc, c'est une grande fierté, honnêtement, de pouvoir honorer l'hôpital vétérinaire Baker et les 4 générations de Baker, parce que le dernier Baker a aussi une fille qui est devenue vétérinaire. Fait que dans l'histoire, en Amérique du Nord, c'est la plus grande filiation de vétérinaires qu'on connaît. Puis, comme je vous le disais, aux États-Unis, il était très, très fier, très, très heureux d'apprendre qu'on honorait l'hôpital vétérinaire Baker, parce qu'aux États-Unis, c'est un hôpital qui est reconnu et le docteur McEachran, la Société d'histoire, veulent qu'on envoie des photos et communiquer pour souligner cet événement. Fait qu'ils vont le faire, eux autres, dans leur revue des vétérinaires historiens aux États-Unis. Fait que, écoutez, 300 ans de soins vétérinaires par 3 établissements vétérinaires, je pense que ça mérite d'être souligné. C'est ça le patrimoine. C'est le patrimoine des gens qui l'ont fait. Fait que c'est ça qu'on veut honorer aujourd'hui. Fait que je demanderai à Julie de s'approcher pour qu'on puisse, elle aussi, lui remettre la plaque au nom de tous les gens qui l'ont précédé. Bravo. J'ai pas vraiment grand-chose à dire, mais quand j'ai joint l'équipe en 2001, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, puis quelle sorte d'historique qui existait à cette clinique-là. Mais il y a encore plein d'instruments là, qui existent dans l'édifice et des vieux équipements là, qu'on devrait peut-être en faire un musée à un point, là, parce que je pense qu'il y a des choses qui durent depuis ce temps-là. Mais en tout cas, je suis vraiment chanceuse d'avoir hérité quelque chose qui a tellement d'importance dans le domaine. Et j'espère que quand ça va venir le temps pour moi de vendre, que ça soit plus que 2000 $. Okay. Alors, merci, Dr. Pépin. En passant, la société ramasse les vieux équipements. Pas de monde, là. Alors, la suite, maintenant, c'est notre conférencier invité, Dr. Guy Fitzgerald. Alors, il est bien connu, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais permettre d'en parler un petit peu. Alors, Dr. Fitzgerald a obtenu son doctorat de médecine vétérinaire en 1987 à la faculté. Il a poursuivi sa formation par une maîtrise en sciences cliniques et en anesthésie aviaire sous la direction de Dr. Diane Blais. Et ensuite, il a réalisé un stage de perfectionnement en médecine des animaux de proie en Angleterre avec Dr. Cooper. Et il est devenu professeur clinicien de la Faculté de médecine vétérinaire en 1992. Alors ça, c'est du classique. On s'en va maintenant un petit peu plus près. Comment se fait-il que Dr. Fitzgerald s'est intéressé aux oiseaux de proie? Alors, pendant qu'il était étudiant, il a eu un emploi au Centre de recherche McDonald sur les rapaces de l'Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et il a ensuite travaillé un peu gratuitement au Jardin zoologique de Québec avec Dr. Robert Patnaud. Et il s'est rendu compte que vraiment, c'était un domaine complètement oublié de la médecine vétérinaire. Et il s'y est intéressé. Il était tellement dynamique qu'avant même d'avoir fini son cours de médecin vétérinaire, il a déjà commencé à créer la clinique des oiseaux de proie. Il a obtenu de la part de la faculté un petit local pour commencer justement cette clinique-là qui a très, très bien marché.
tellement bien marché qu'un an et demi après, il a créé avec d'autres, il est fondateur d'un groupe, d'une clinique particulière, donc qu'on appelle l'UCROP, qui est l'Union québécoise de la réhabilitation des oiseaux de proie. Alors, qui est un organisme qui fait partie, est associé à d'autres organismes gouvernementaux, qui s'occupe de la réhabilitation des oiseaux de proie, mais qui sert aussi de lieu de formation, autant au niveau du public, donc par de la formation itinérante, que pour la formation de médecins vétérinaires au niveau réhabilitation, diagnostic, traitement des oiseaux de proie. Alors, depuis cette période, il est toujours responsable de la clinique des oiseaux de proie et toujours président de l'UCROP. Et ça fonctionne très, très, très bien. Il y a plus de 12 000 oiseaux qui ont déjà été traités depuis la création de l'UCROP. Et ça continue aux environs de 400-500 oiseaux par année, ce qui est quand même énorme. Et à tel point que maintenant, il a développé à Saint-Jude, il va déménager bientôt la clinique à Saint-Jude et il va continuer à faire son développement. Alors, c'est évident que Dr. Fitzgerald est une référence internationale au niveau des oiseaux de proie. C'est vraiment une expertise qui le caractérise. Il a obtenu à cet égard la médaille de Saint-Éloi en 2013, mais aussi il est récipiendaire du trophée Arfand des Neiges, la conservation, et la reconnaissance Jean d'Action de la Société Provencher d'histoire naturelle du Canada. Alors, la Société de conservation du patrimoine vétérinaire du Québec a le grand plaisir de recevoir Dr. Fitzgerald comme conférencier et surtout de vous faire profiter de son parcours unique dans la profession et de sa contribution à long terme au patrimoine vétérinaire du Québec. Alors, Dr. Fitzgerald. Parfait. Merci beaucoup. Finalement, j'aurais pu mettre les diapositives. Vous aviez très bien fait le résumé. Merci de m'avoir invité pour cette conférence-là. Alors, merci encore de m'accueillir. Oui, effectivement, je pense qu'elle a fait un bon résumé. Comme on voit sur cette diapo-là, effectivement, il y a la clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire que j'ai fondée en 1986 et le logo de l'UCROP. Donc, je porte deux chapeaux quand je présente des sujets sur les oiseaux de proie. Le chapeau de président de l'UCROP, qui est un organisme sans but lucratif, qui est un réseau à travers la province, puis celui de la clinique des oiseaux de proie de la Faculté de médecine vétérinaire. L'objectif aujourd'hui, je ne vais pas vous parler tellement de médecine vétérinaire, plus de gestion de ce programme-là. Et je voulais faire un peu comme, vu qu'on est au patrimoine, faire justement le fondement de tout ça, pourquoi on s'est occupé des oiseaux de proie, comment ça s'est développé. Puis, c'est sûr que, comme Dr. Dubuc le mentionnait, il y a toute une équipe derrière. Je pense que des fois, le talent, c'est de savoir bien s'entourer. Hein, puis je pense qu'au fil des années, il y a eu vraiment des étudiants en médecine vétérinaire, des biologistes, des gens qui ont cru à ce travail-là. Donc, si on recule à mes 11 ans, dans le fond, moi, je viens de l'Abitibi, j'avais des cheveux. Je suis allé comme stagiaire, comme campeur dans un... Il n'y a pas beaucoup de camps d'écoles de sciences naturelles durant l'été. Le PAS, c'est des bases de plein air. Mais au Québec, il y avait 3 saumons qui le faisaient. Il y a aussi à la Grande-Bergeronne et en Abitibi, le camp École Chicobi, qui avait été fondé par un frère qui, l'été, accueillait des étudiants sous la tente pour apprendre les sciences naturelles. Donc, ma passion des sciences naturelles et des animaux, des oiseaux, ça date de 1974 au camp École Chicobi. Et puis, j'ai tellement aimé ça que je suis retourné, mais comme moniteur, comme animateur l'été. Et ma spécialité, c'était les oiseaux. Donc, on faisait des inventaires d'oiseaux avec les campeurs. Et puis, j'ai fait ça 3 étés. Au camp École Chicobi comme moniteur. Puis c'est drôle comment le destin rassemble les choses, mais on voit en haut à gauche un petit hibou moyen-duc qu'on avait trouvé en faisant de l'inventaire. Puis là, on l'avait apporté au camp École, ce que je ne ferais jamais aujourd'hui, mais on apprend quelque part.
Mais ce qu'on a bien fait, par contre, c'est qu'on l'a amené, on ne savait pas c'était quoi, on l'a identifié, on a sorti les livres avec les étudiants. Puis là, on a réalisé, bien, dans le fond, c'est un jeune en santé. On est retourné le soir, porter l'oiseau à l'endroit où on l'avait trouvé. Puis on a retrouvé la famille, on entendait crier les adultes qui tournaient autour de nous. Puis on a laissé l'oiseau là, puis on est retourné. Donc, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent les portes ouvertes, parce que cette année, vous savez, la faculté de médecine vétérinaire, on reprend un petit peu le concept de porte ouverte, qui va s'appeler la grande visite. Mais nous, quand j'étais étudiant, on faisait les portes ouvertes. C'était de la folie furieuse, là. En 86, on a eu 22 000 visiteurs en 3 jours à la faculté de médecine vétérinaire. Et il y avait tellement de kiosques, ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'avais décidé de faire un kiosque sur la faune. Qu'est-ce que le médecin vétérinaire peut faire pour la faune, pour l'environnement, mais surtout la faune? Alors, j'avais rassemblé Dr. Robert Patnaud, qui est notre pionnier au Québec là, sur la faune, Dr. Dietrich, qui est un Américain en Alaska. J'ai rassemblé beaucoup de documents. Puis j'avais réalisé qu'au Collège McDonald de l'Université McGill, il y avait un centre sur les oiseaux de proie. Et puis, je les ai contactés, puis ils nous ont prêté un faucon pèlerin. On voit sur la photo un faucon pèlerin vivant, ce qu'on appelle un ambassadeur. Puis, eux, c'était des biologistes. Il n'y avait pas de vétérinaire à cet endroit-là. Mais il y avait un programme éducatif avec des oiseaux ambassadeurs, des oiseaux qui étaient habitués d'être présentés en public. Vous auriez dû voir, on était dans le local de biochimie. Le monde arrêtait, puis là, la sécurité, circuler. Mais là, tout le monde voulait voir le faucon pèlerin. 2-3 kiosques plus loin, c'était un boa que les exotiques montraient. Mais toute une expérience, les portes ouvertes. Ça m'a amené, justement, le faucon, il ne m'est pas arrivé comme ça. C'est un biologiste du Collège McDonald, du Centre de recherche sur les oiseaux de proie de McDonald College. Et c'est lui qui était venu porter l'oiseau. Et bon, je l'avais hébergé le soir, on a pris une bière, on a jasé. Puis là, il me dit, « Hey, ça t'intéresse, on n'a pas de vétérinaire. Puis on engage des étudiants durant l'été. » Donc, il m'a encouragé à contacter Dr. David Bird, qui était le directeur du centre. Il avait le nom prédestiné, lui, hein? Et j'ai, mon été, entre ma 3e année et ma 4e année, j'ai été travailler au Collège McDonald. On me voit avec une buse Accurus que je soignais. Et c'était vraiment comme l'embryon de ce qui allait devenir notre travail, parce que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas d'expertise sur les oiseaux de proie. Dans le temps, j'allais voir Corinna Lupu, parce que j'étais encore étudiant. Je n'avais même pas fait de stage encore. Je ne savais pas quoi faire avec ces oiseaux dans mes mains. Mais je suis allé voir Corinna, puis plusieurs fois, on fait des petites consultations sur des oiseaux. Je me souviens d'un commentaire que Corinna m'avait fait. Elle avait dit, « Guy, c'est drôle, hein, mais t'es vraiment... t'es un bon vendeur, hein, parce que là, moi, je fais ça tout gratuitement. Toi, c'est de la gratuité, là. Tu sais, tu vas soigner ça, puis ça m'a tenu plusieurs années, hein, parce que j'ai déjà rencontré un directeur d'un centre sur l'environnement, puis il disait, « Toi, Guy, là, si tu avais été à l'argent, tu serais millionnaire. » Moi, j'étais aux oiseaux. Donc, c'est ma première expérience au Collège McDonald. Ils avaient une collection de 350 oiseaux de proie en captivité. C'est peu dire. C'est un centre de recherche. Il y avait des cresserelles d'Amérique, des faucons pèlerins qui étaient en reproduction pour leur introduction. Et moi, comme un petit blanc-bec qui n'avait aucune expérience clinique, il me disait, « Hey, Guy, regarde, il y a une bosse sur le bord de l'œil, cet oiseau-là. Hey, regarde, Guy, lui, on a un qui est mort. Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai beaucoup appris sur le tas, comme on dit. Et tellement que j'ai presque fait un burn-out, je pense, cet été-là, parce que je me souviens de m'être réveillé la nuit puis je cherchais l'oiseau dans dessous de mes couvertes. Là. Mais pour avoir de l'aide, je contactais des gens à la faculté, mais vous savez, dans ce temps-là, il y avait Jean Gauvin, Corinna qui venait donner quelques cours, mais on n'avait pas tellement d'expertise en médecine aviaire individuelle et en médecine exotique. Donc, j'ai contacté des gens qui avaient écrit des livres. Dans le temps, il y avait 2 personnes. Il y avait Dr. Patrick Reddig du Minnesota et Dr. John Cooper. Mais à la fin de mon été, je suis allé travailler avec Dr. Patnaud, feu Dr. Patnaud, qui était un de mes mentors. On voit ici la photo de Robert. Puis Robert, vous savez, dans ces années-là, le zoo de Charlesbourg, c'était un zoo gouvernemental. Ça appartenait au gouvernement. Donc, Robert travaillait pour le gouvernement. Et Robert était incroyable. C'est de lui qu'est venue l'idée d'un centre, c'est-à-dire d'un regroupement de l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie. Parce qu'en étant un zoo gouvernemental, quand il y avait un oiseau de proie qui était trouvé blessé,
Bien, les agents l'apportaient à Québec. Mais là, il me dit, Guy, moi, c'est un zoo, je ne peux pas garder tous ces oiseaux-là. De temps en temps, il en gardait un, mais la plupart, ils étaient euthanasiés. Ils ne pouvaient pas garder dans un zoo des oiseaux sauvages blessés. Et on voit à droite dans un avion, c'est qu'à un moment donné, c'est une anecdote, mais c'est croustillant. C'est en fait, des fois, on a des oiseaux nordiques, comme le harfang des neiges. On ne peut pas remettre en liberté un harfang des neiges au mois de juin, l'été. Donc, on l'envoie dans le nord. Mais la cour itinérante qui allait dans le Grand Nord, à Coudjouac, par exemple, bien, c'est un avion qui partait tous les jours. Robert Patnaud, dans ce réseau, il me dit, bon, on pourrait prendre l'avion, puis on s'en va à Coudjouac, on va aller relâcher le harfang des neiges. Donc, on a fait un beau petit voyage. On est allé là-bas porter des harfang des neiges. Peut-être juste revenir, je vais revenir sur Robert rapidement. C'est qu'en fait, à la fin de l'été, je suis allé passer une semaine. C'était même pas un stage de la faculté. J'ai dit, écoute, il faut qu'on se connaisse davantage. Moi, je l'avais connu en faisant le kiosque des Portes ouvertes sur la Faune. Puis, tellement généreux, Robert, il m'a dit, bien, viens à la fin de l'été, viens faire une semaine au zoo, on va faire un peu de médecine de zoo, tout ça. Et puis, pour apprendre, quand j'arrive à Québec, ben, garde Guy, il y a ça. Je vais prendre une semaine de vacances, là. Je me suis retrouvé encore une fois genou au Zoo de Québec avec des animaux que là, les gens me présentaient. Puis je me souviens d'un cas, il y avait on avait de la gale sur des oiseaux. Et puis, bon, dans le fond, il faut nettoyer l'environnement, vous savez, bon, tout ça. Mais moi, là, je n'étais pas vétérinaire. Puis là, je parle au technicien en chef, je dis, regarde, ces 3 volières-là, il faut les déplacer. On enlève tout le sable, on désinfecte les murs. Puis là, il me regarde, hey, écoute, là... Non, on ne va pas faire ça, tu ne sais pas ce que ça représente. Fait que là, j'ai pris le microscope puis j'ai montré la petite bestiole qui causait la maladie. Hein, il dit, ça, c'est dans les pattes de l'oiseau. Oui, puis on peut en traiter quelques-uns, mais il faut traiter l'environnement. Fait qu'ils l'ont fait. C'était mon premier cas comme genou au zoo. Puis après ça, bon, quelques-uns, mais... Bon, Robert n'était pas nécessairement en vacances très loin. Il venait voir de temps en temps comment ça allait. Et puis, là, on jasait. Puis, il a dit, bien, regarde, là, les oiseaux qu'on reçoit, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Puis c'est là qu'est venue l'idée de faire un réseau. Parce que, dans le fond, le Collège McDonald est un peu comme la partie ouest du Québec. Saint-Hyacinthe était centrale. Et puis, Québec était dans l'est. Et bien, on va avoir 3 endroits, 3 points de chute. Puis, les oiseaux qui sont récupérés, on vous les envoie, puis vous les soignez. OK, mais où est-ce que je vais les soigner? Là, c'est là que je vais voir, à la fin de mon été, je vais voir Dr. Raymond Roy, qui a été un visionnaire, parce que je lui ai raconté mon été. J'ai dit, on pourrait-tu avoir un petit local, puis on va faire les soins vétérinaires, mais les oiseaux, une fois soignés, vont retourner au Collège McDonald, où est-ce qu'il y a des volières, puis on va développer un partenariat. J'ai dit oui. Donc, la photo qu'on voit dans le bas, c'est la première clinique des oiseaux de proie. On avait un local avec les 6 cages, puis une table d'examen, puis on faisait les soins. La première année, pendant que j'étais étudiant en 4e année, parce que là, ça, c'était mon été entre ma 3e et 4e, j'avais une pagette des chevaux, puis une pagette de la clinique des oiseaux de proie, et puis mon année s'est passée comme ça. Mais on a reçu à peu près une vingtaine d'oiseaux de proie durant l'année. L'année suivante, on a reçu 190, parce que là, ça s'est parlé. Robert Patnaud étant dans le réseau, les agents ont dit « Hey, au lieu de leur tordre le cou, on peut l'envoyer. » Puis là, on en recevait de partout au Québec. Puis c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Parce qu'avant nous, bien, effectivement, quand un aigle ou un oiseau de proie, il y avait 27 espèces au Québec, bien, les agents étaient au dépourvu, puis l'oiseau, il s'était en vie, bien, il cassait le cou, puis il le mettait dans le congélateur. Maintenant, là, il pouvait faire quelque chose de concret. Et de cette idée-là, ici, on voit Luc Breton, mais je vais revenir sur mes mentors, mais dans le fond, l'idée de Robert Patnaud a fait son bout de chemin, puis on s'était parlé l'été, puis en janvier 1987, on a fondé l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, et il y avait des représentants du Zoo de Granby. Il y avait des représentants du Collège McDonald avec David Bird. Il y avait des représentants, c'est sûr aussi, du Jardin zoologique du Québec avec Robert Patnaud et des gens de la faculté dont Luc Breton a signé comme la première demande d'incorporation de cet organisme sans but lucratif-là. Puis on voit à gauche le premier logo de l'UCROP qui était en fait une image faite par un vétérinaire d'une photo d'un pigarre à tête blanche qu'on avait remis en liberté à Anticosti, sur l'île d'Anticosti. Puis il était venu avec moi, le vétérinaire Paul Coppens, maintenant, lui, c'est un vétérinaire belge, mais qui a travaillé un peu à la faculté, mais qui est très bon artiste. C'était notre premier logo. Et à droite, maintenant, c'est notre nouveau logo.
J'ai eu des mentors pour réaliser tout ça. Quand j'étais en 4e année, j'ai fait un stage, comme je m'étais fait un contact avec Dr. Reddig à l'Université du Minnesota, c'est le gros centre, c'est la mecque des oesoproies. Ça s'appelle The Raptor Center. Ils reçoivent au-dessus de 800 oesoproies par année, un peu comme on fait à la clinique des oesoproies, c'est institutionnel là, de l'université. Donc, pendant ma 4e année, j'ai fait un stage au Minnesota. Et puis, après ça, Dr. Reddig m'avait dit ça ne te tente pas de faire. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de résidence. Ça ne te tente pas de faire un PhD parce que tu pourrais rester avec nous. Puis, tu sais, on envoie des oiseaux de proie ici. Puis, c'était très tentant, mais j'avais commencé la clinique des oiseaux de proie. Puis, je n'étais pas à l'aise de rester 3 ans aux États-Unis puis reconstruire ce que j'avais commencé à la clinique des oiseaux de proie. Donc, j'ai fait le choix de faire une maîtrise et c'est Dr. Diane Blais qui m'a aidé dans ce processus-là. Diane, je me souviens, me disait, je ne pourrais rien t'apprendre sur les oiseaux de proie, là, mais on va faire un petit projet sur l'anesthésie. Ça va te permettre d'avoir une bourse puis de continuer la clinique des oiseaux de proie. Ce qu'il ne faut pas faire, hein? Une maîtrise, tu fais ta maîtrise. Mais moi, j'ai fait ma maîtrise en 3 ans et demi parce que, dans le fond, je m'occupais de la clinique des oiseaux de proie plus que de m'occuper de ma maîtrise. Mais j'ai fait une maîtrise en anesthésie des oiseaux avec Dr. Diane Blais. Donc, on voit ici Dr. Patnaud, encore une fois, et Diane qui m'ont supporté dans ce projet-là de maîtrise. Mon co-directeur était Norbert Bonneau, qui est ici présent aujourd'hui. Donc, côté chirurgie, là, son of a gun, Guy... On va réparer cet oiseau-là, justement. Et puis, sur la photo, c'est sûr qu'on voit Dr. Serge Larivière qui a été vraiment un grand supporter là, à la suite de Dr. Roy. Même Serge a fait partie là, du conseil d'administration de l'UCROP, puis il nous a aidés à avoir le vent dans les voiles. Donc, j'ai mentionné que j'ai fait un stage avec Dr. Reddig. Et puis, pendant ma maîtrise, comme Diane me disait, je ne pourrais pas t'apprendre grand-chose ces oiseaux de proie. On a cherché autre chose. Donc, je suis allé faire un mois au London, Royal College of Veterinary Surgeons à Londres avec Dr. John Cooper, qui est un auteur très connu là, dans les oiseaux de proie et dans les animaux exotiques. Donc, j'ai passé du temps avec lui. On a publié ma première publication scientifique dans le Vet Record avec lui, dont j'étais très fier. Mais au-delà de ça, les deux se connaissaient, ces deux sommités qui ont écrit sur les oiseaux de proie. Et puis, ils m'ont proposé, « Hey Guy, on va faire un symposium, là, c'est notre 2e symposium international sur les oiseaux de proie. On sort un livre de ça, fait que tu vas écrire un chapitre. » Et j'avais pas à peine commencé ma maîtrise en anesthésie que j'ai écrit un chapitre sur l'anesthésie des oiseaux. Ça a été vraiment une occasion fantastique là, de rencontrer des sommités là, à ce congrès-là là, sur les oiseaux de proie. On voit un petit peu l'évolution de la clinique des oiseaux de proie ici. Étant donné que je disais qu'on a eu 190 oiseaux là, la 2e année, le local de 6 cages ne suffisait pas. Donc, on a eu à la bergerie. Hein? Bergerie, c'est le plus vieux bâtiment avec ce qui était le café étudiant dans le temps, qui a été démoli, et ce qui reste du 1600, là, à côté de la bibliothèque, où est logé le patrimoine, la Société du patrimoine et la clinique des oiseaux de proie. Mais c'était une vieille bâtisse et on s'est installé là. Et on voit sur la photo Dr. Stéphane Lair, qui a été aussi un des fondateurs de la clinique des oiseaux de proie avec moi, parce que pendant qu'il était étudiant, en fait, c'est mon premier interne. Mais j'étais à la maîtrise et je supervisais Stéphane comme interne, mais je ne pouvais pas faire ça. Donc, c'est Dr. Fontaine qui était le directeur du programme de Stéphane. Et Stéphane avait aussi une composante là, avec Dr. Bernier en pathologie aviaire. Donc, on nous voit ici ensemble, puis... c'est là qu'on a pu développer beaucoup là, la clinique des oiseaux de proie. Ici, c'est juste pour montrer l'entrepreneurship qu'il faut avoir dans une situation comme ça, parce que ce qu'on voit ici, c'est l'arrivage d'une semaine de souris. Et j'avais contacté au début de la clinique là, Charles River à Saint-Constant. Je disais, nous autres, là, on ne peut pas donner de la moulée, là, ça prend des proies. Et eux, Charles River, vous savez, c'est une très grosse entreprise. Et dans le fond, Saint-Constant, c'était comme le tampon de Boston pour garder des souris au cas où il y a une épidémie. Donc, il y avait des surplus de souris qui jetaient. Et là, le directeur du temps m'a dit, écoute, nous autres, tant qu'à les jeter, on va t'les donner. Alors, on avait les souris gratuites. On a eu les souris gratuites pendant 25 ans. Quand le directeur a pris sa retraite, il y a eu des remaniements, puis là, on dit, on ne peut plus vous fournir ça gratuitement.
Donc là, on ne reçoit plus les souris. Ça nous coûte tout près de 55 000 par année de souris pour nourrir les oiseaux de proie. Puis il faut les acheter maintenant. Mais on voit les poussins à gauche. On récupère des poussins, des couvoirs. Donc, au lieu de les faire passer au crusher puis les jeter, on reçoit des poussins gratuitement, puis on peut nourrir aussi nos oiseaux de proie avec ça. Il ne veut pas changer. Au Québec, on a 27 espèces d'oiseaux de proie différents. Donc, toute une variété. On a la chance d'avoir les oiseaux nordiques autant que les oiseaux méridionaux. Même au Minnesota, avec leur The Raptor Center, ils n'ont pas autant d'espèces d'oiseaux de proie que nous, on peut voir au Québec. Et c'est une belle occasion, en fait, de comment la clinique des oiseaux de proie a pu survivre au moins à 3 fois d'être menacée d'être fermée parce qu'on ne rapporte pas d'argent. Bien, on a continué parce que il y a une année même, les étudiants ont écrit une pétition pour dire « Vous ne pouvez pas fermer la clinique des oiseaux de proie » parce que, dans le fond, il y a de l'enseignement qui se fait là. Fait que c'est toujours l'argument qui a été de dire bien, il y a un avantage à la faculté de continuer cette activité-là, même si ce n'est pas rentable, parce que les étudiants viennent apprendre beaucoup. Et pourquoi les oiseaux de proie? Parce que je veux juste vous raconter une anecdote. C'est moi, dans ma folie des animaux sauvages, c'était les oiseaux de proie, mais s'il y avait d'autres choses, on les prenait. Fait qu'on a fait un petit peu de mammifères. Mais le jour où on a eu un ours noir à soigner, j'ai dit non, on arrête. On va se spécialiser un petit peu. On a décidé d'aller juste vers les oiseaux de proie. Puis pourquoi aussi? C'est parce que les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire. Ils ont un statut particulier, ils sont protégés par la loi. En étant protégés par la loi, bien, les agents de protection de la faune, devez déclarer un oiseau de proie trouvé mort ou blessé aux agents de protection de la faune, c'est la loi. À partir de là, bien, comme je disais tantôt, bien, les agents, au lieu de les euthanasier, bien, ils sont bien contents de pouvoir les envoyer pour des soins dans le but de les remettre en liberté. On a donc créé un réseau. Les oiseaux sont récupérés à travers la province. Puis, il y a des cliniques vétérinaires qui participent, les parcs, les centres de réhabilitation de la faune, comme celui qui est le plus notoire, le Nichoir à Hudson, les institutions zoologiques, la SPCA de Montréal, des bénévoles, des ornithologues. Et dans le fond, l'UCROP, c'est le réseau qui récupère tout ça puis qui mandate la clinique des oiseaux de proie à Saint-Hyacinthe de les soigner. Puis la clinique s'occupe de la santé animale, bien sûr, de la recherche, on va y revenir un petit peu plus loin, et bien sûr, l'enseignement. L'enseignement, ce n'est pas juste les étudiants en médecine vétérinaire, c'est de la formation aussi de gens qui travaillent dans le domaine. Une petite anecdote aussi avec Dr. Patnaud, c'est que c'est grand le Québec, hein? Puis dans les années 90, on a réussi avec Robert Patnaud d'obtenir un transport gratuit par Intercanadien de partout. Donc, s'il y avait un oiseau à Bécomo, il mettait sur Intercanadien, on allait chercher à Dorval, puis on récupérait l'oiseau. Mais je pense qu'ils ont fait faillite à cause de nous. Mais quand ils ont fermé, là, on n'avait plus ce transport-là. Donc, il a fallu se revirer de bord. Puis, vers la fin des années 90, la compagnie DICOM a accepté de transporter des oiseaux vivants. Et jusqu'au jour où une dame a eu l'idée d'envoyer sa perruche à une parenté. La perruche est morte dans le transport. Et ils ont poursuivi DICOM. DICOM nous ont dit, c'est fini, on ne prend plus d'animaux vivants. Fait que pendant 2 ans, on était comme fait. Je me souviens d'un téléphone de la Gaspésie. L'agent, comment ça, on ne peut plus l'envoyer par DICOM? Non, on essaie de rétablir quelque chose. Fait que l'oiseau, c'était l'enfant des neiges, fait qu'ils l'ont euthanasié parce qu'il n'y avait pas de transport dans ce temps-là. Et on a réussi à convaincre Puro-Laitteur. Mais ça, j'ai une petite anecdote, parce que Puro-Laitteur ne voulait rien savoir. Il n'y a pas de messagerie qui accepte de prendre des animaux vivants, surtout après l'événement de DICOM. Et moi, j'étais branché avec le ministère de la Faune grâce à Feu Robert. Et puis, je savais que le gouvernement changeait de fournisseur pour la messagerie. Et quand ils ont fait l'appel d'offres, ils ont mis une petite ligne « Faut transporter des oiseaux de proie blessés ». Mais c'était écrit en petits caractères. Là, quand Puro-Laitteur ont eu le contrat, il y a quelqu'un de Puro-Laitteur qui est venu me voir. « C'est quoi ça? » Puis là, on commençait à entendre parler de l'influenza aviaire. Là, il dit, mes chauffeurs de camions vont-ils attraper l'influenza aviaire? Là, il faut que j'implique 2 infectiologues, quelqu'un en médecine humaine, quelqu'un, à la faculté, là, qui a pu
émettre une opinion, dire non, il n'y a pas de danger là, dans une boîte de transport. Là, il était rendu à pas les infectiologues, mais Puro-Laiter disait, on peut-tu mettre des filtres épais sur les boîtes? Non, non. Donc, on les a convaincus, puis depuis ce temps-là, ben, on a un transport qui se fait à travers la province. L'oiseau est déclaré un agent à Chibougamau, il appelle le Puro-Laiter, il met dans une boîte, il passe la nuit dans le camion, nous, on retourne la boîte vide aux agents de protection de la faune après. J'ai eu des gens de Californie puis de l'État de New York qui m'ont appelé, m'ont contacté pour dire vous avez un transport de messagerie qui accepte les oiseaux, comment vous avez fait? On est bon. C'est ça mes réponses. Le transport, comme vous voyez, c'est grand le Québec. Il a fallu développer vraiment des idées. Et dans la diapo du bas, Nolinor, c'est une compagnie privée qui fait un vol de Mirabel à Val-d'Or à tous les jours pour une compagnie minière. On les a contactés et puis, pas de problème. Si vous avez un oiseau de l'Abitibi, mettez-le dans l'avion, puis il arrivera vers 6h30 là, à Mirabel. Donc, en Abitibi, c'est surtout le refuge Pajot qui est notre point de chute. Et s'ils ont un oiseau, c'est pas très loin, à Moss-Val-d'Or, le directeur s'en va à l'aéroport et il dit « Guy, j'ai un oiseau qui part à soir. Il part à 5 heures de Val-d'Or, puis à 6h30, il est à Mirabel. » Là, on appelle nos bénévoles. Au début, c'était une page... Non. Au début, c'était une liste de téléphone. Là, on appelait. Là, c'était le répondeur. On aurait un oiseau à aller chercher. Tu laisses un message. Là. C'était l'enfer. On pouvait passer une journée à faire des appels. On a fait une page Facebook. Là, on avait « Oh, il est cute! » Il y avait plein de commentaires. « Oh non, ça ne marche pas. » Fait qu'on a fait une page Messenger, mais c'est un groupe Messenger privé. Et on filtre les gens qui veulent devenir bénévoles de transport. On doit avoir un petit questionnaire avec eux, s'assurer que leur bonne volonté, tout ça, que c'est gratuit, on ne paye pas d'essence, rien. On est rendu à 152 membres sur cette liste-là. Et je m'amuse quand on a un oiseau à aller chercher. Une fois, je n'avais un à la Spécia de Montréal, puis je texte « Bon, j'ai un oiseau à Spécia, quelqu'un est disponible? » Là, je chronomètre. Une fois, en 22 secondes, j'ai eu 3 personnes qui ont dit « Je suis disponible. » Et là, j'ai dit, battez-vous. Mais non, ça fonctionne très bien. On a des bénévoles fantastiques. Et le futur, parce qu'on a eu un cas d'un harfang trouvé à Matane. Puis sur notre liste, on avait quelqu'un à Matane qui l'a apporté à l'Apocatière, de l'Apocatière à Québec, puis de Québec à Saint-Hyacinthe. Donc là, notre idée, c'est qu'on veut en faire un réseau, puis avec les clubs d'ornithologie à travers la province pour transporter les oiseaux. Ça fonctionne très bien. Et dans ce réseau-là, on a bien sûr des vétérinaires. Là, on est rendu à une douzaine de cliniques. Ce qui est intéressant, moi, je vais nommer, on en a un peu partout. Là, on voit un peu les croix rouges, là, mais à un moment donné, les agents de Saint-Jérôme me disent ouais, Saint-Jérôme, c'est un peu loin pour aller vous le porter. Puis, Puro-Laiter, ça ne marche pas toujours. Si c'est le vendredi, on ne peut pas le mettre dans une boîte pour la messagerie. Et j'ai appelé à Saint-Jérôme parce que j'ai appris qu'on avait Maude Lebihan qui était à la clinique vétérinaire. Maude, elle a travaillé un été pour moi quand elle était étudiante. Là, je l'appelle, je dis « Hey, Maude, ça va, oui? Est-ce que ça te tenterait de retoucher des oiseaux de proie? » « Ah oui! » Puis là, j'y explique. Dans le fond, un point de chute, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a 2 choses. C'est si un agent a un oiseau le vendredi, il ne peut pas l'envoyer par Puro-Laiter. Il va à la clinique vétérinaire, il va passer la fin de semaine au chaud, peut-être même recevoir des souris, manger, puis le lundi, il va pouvoir partir par Puro-Laiter. L'autre phénomène, c'est quand c'est en région comme ça, il y a le bien-être animal. Nous autres, on voit des oiseaux là, avec une fracture ouverte, des asticots, là, c'est mort. Bien, au lieu de le faire subir un transport, puis que nous autres, à l'arrivée, on l'euthanasie, les vétérinaires qui participent développent l'expertise. Ils m'appellent, ils m'envoient des radios, on en parle, puis on l'euthanasie, puis c'est moins de souffrance pour l'animal. Maude de répondre « Oh, ça me ferait tellement du bien, Guy, c'est le fun de faire ça, ça m'ennuie des oiseaux de proie. » Bon. C'est comme ça qu'on est allé chercher en Gaspésie, à Sept-Îles, à Bécomo, à Saint-Jérôme, Gatineau. Et c'est vraiment fantastique là, de pouvoir avoir l'aide comme ça là, des vétérinaires en région. Bon, on va voir quelques visages ici. Je mentionnais que Stéphane Lair, dans le fond, il a fait l'internat que j'ai pseudo-supervisé parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de supervision. C'est un bon vétérinaire, Stéphane, puis vous le connaissez là, avec le CQSAS. On le voit ici, lui aussi avec des cheveux, puis pas trop de cheveux blancs.
Juste illustrer, dans le fond, puis j'en oublie probablement, mais il y a plusieurs vétérinaires qui ont œuvré. Stéphane, on n'a pas besoin de présentation. Daniel Beaulieu est à l'Ordre des médecins vétérinaires. Il a fait son internat avec moi puis Stéphane, qui a travaillé ensuite avec Corinna Lupu dans les exotiques. Vous savez, là, on est dans les années où il n'y avait pas de clinique des animaux exotiques. C'était ce qui était bizarroïde, c'était moi, avec la clinique des oiseaux de proie. Même des fois, des races de chats avec un nom exotique, ils me refilaient. Non, ça, c'est un chat. Vous allez le prendre. Emiko Wong, qui a fait l'internat avec moi aussi, puis qui est assez haut placé comme vétérinaire au Biodôme de Montréal. Claude Lacasse, qui a fait l'internat. Claude, c'était la dernière qui a fait l'internat exclusivement d'oiseaux de proie, parce qu'après ça, on a rentré les exotiques. Mais Claude, elle, après son internat, a été travaillée en Australie. Elle a fait de la réhabilitation de koalas. C'était fantastique ce qu'elle a fait. Elle travaille aussi pour le zoo, là, un zoo en Australie. Elle s'est exilée. Juste une anecdote, elle disait, je ne peux pas continuer à faire des oiseaux de proie avec toi. Je dis, on n'a pas vraiment d'argent. Hein? Elle dit, je vais me chercher un sugar daddy, puis ça n'a pas marché. Mais sa mère, c'est une autrice, et elle a écrit plusieurs livres sur les oiseaux de proie, avec des histoires concrètes de la clinique des oiseaux de proie. Fait qu'il y a 4 livres pour les enfants qu'elle a écrits, puis c'est l'histoire d'un oiseau de proie qui a été réhabilité, inspiré d'un fait vécu. Et elle a écrit aussi une espèce de mémoire sur le développement de l'UCROP au Québec. Et Dr Desmarchelier, Marion, qui est à la faculté de médecine vétérinaire aussi, qui a fait l'internat, la résidence, qui a travaillé à l'île du Prince-Édouard, qui a une passion aussi pour les oiseaux de proie et bien d'autres, hein, comme vous la connaissez, très impliquée avec les animaux exotiques et de la faune. Dr Guylaine Séguin, qui a suivi les traces de Robert Patnaud, maintenant qui est vétérinaire au ministère de la Faune, gouvernement du Québec. Docteur Pauline Delnat, qui a été vétérinaire de zoo au Zoo de Toronto après son internat avec nous, et puis qui travaille aussi encore dans la région de Toronto là, avec des animaux exotiques. Docteur Claire Grosset, qui a été clinicienne, qui est maintenant professeure à la faculté de médecine vétérinaire. Docteur Noémie Sumar aussi, qui est clinicienne maintenant aux médecine zoologique. Et j'en passe. Tantôt, je parlais avec quelqu'un, puis Nathalie Côté, au MAPAC, qui a fait son internat aussi avec moi sur les oiseaux de proie, puis qui a toujours gardé vraiment une corde sensible pour les animaux sauvages puis l'environnement. Édouard Macolini, qui est vétérinaire au CVL, qui est aussi un point de chute dans notre réseau. Docteur Dubé, qui a été vétérinaire à Québec, qui a fondé sa clinique, Nova Clinique, qui est une interne, qui a fait une maîtrise aussi avec moi sur les oiseaux de proie, qui est un autre point de chute à Québec. Puis docteur Émilie Couture, qui a fait aussi, elle était très impliquée comme dans le comité étudiant de la clinique des oiseaux de proie. Elle faisait partie du groupe qui a signé une pétition pour nous sauver à un certain moment donné dans leur vie étudiante. Et maintenant, elle est clinicienne au CQSAS. Elle a travaillé au zoo de Granby aussi. Donc, vous voyez, c'est des gens qui sont passés chez nous puis qui ont gardé la fibre pour la faune. Et je finis avec docteur Cédric Larouche, là, qui était de la promotion aussi d'Émilie, qui était très impliquée à la clinique des oiseaux de proie, qui est maintenant vétérinaire au zoo de Granby. On tenait dans l'institution d'enseignement, on fait le plus possible des publications scientifiques et même internationales. Là, il y a un article récent qui est paru sur le harfang des neiges, dont j'ai contribué. Puis le harfang des neiges, qu'on a toujours vu comme une espèce, c'est l'emblème aviaire du Québec, mais une espèce quand même assez commune, mais avec des études, avec nos data. Hein, on parlait de data tantôt, là, de données. C'est une espèce qui devient maintenant classée vulnérable dans les espèces de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et j'en passe, là, il y a plein... Mon titre, c'était l'aventure humaine, mais comme vous voyez, je ne parle pas beaucoup d'oiseaux. Hein, c'est vraiment une expérience humaine. Au début, j'étais jeune et fou. J'aurais donné mon âme pour soigner les oiseaux, mais je réalise qu'on ne peut pas faire ça. On le fait avec des humains. On a besoin des humains pour les soigner. Alors,
c'est moi aussi, avec des cheveux. C'est qu'en fait, au début des années 90, il y avait de la stratégie mondiale de conservation de la nature de l'Union internationale de conservation de la nature qui avait dit, puis ça m'avait marqué, il avait publié un beau rapport, quand on peut toucher les gens sur les animaux de la faune, ce qu'on aime, on veut bien le protéger. Et là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On a dit, on a un potentiel, on a des ambassadeurs, on a des oiseaux de proie, on va aller toucher les gens. Et en 90, j'ai fait un projet pilote. J'ai fait 4 écoles, plus que ça. J'ai fait des écoles gratuitement, mais c'est le député qui nous a donné une petite subvention. Allez-y, c'est un projet pilote. On voulait voir si ça fonctionnait, si on pouvait aller dans les écoles comme ça. Et puis, c'est là que je suis allé dans une maternelle, puis j'ai attrapé la varicelle. J'ai survécu. Mais le programme éducatif a été officiellement commencé en 1990 de l'UCROP. Et donc, il y a 2 vocations à l'UCROP. C'est un réseau provincial pour récupérer les oiseaux, les soigner. Mais l'autre, c'est la mission. Dans le fond, je dis toujours aux étudiants, là, on soigne un oiseau, c'est du curatif. On prend un oiseau, on le soigne, on le remet en liberté, c'est du curatif. La médecine préventive en population de la faune, c'est de l'éducation du public. Parce qu'on voit encore, malheureusement, des oiseaux de proie qui sont tirés au fusil. Et maintenant, on a un programme éducatif qui donne à peu près 350 à 400 conférences par année là, dans les parcs, les bibliothèques, les écoles, les garderies. Réseau encore humain. Vous connaissez là, Sylvie, Pierre Poirier. Dans le temps, on faisait connaître justement notre programme. Puis il y avait l'émission Bête pas bête plus qui était fantastique. Il y avait une petite chronique, une capsule dans leur émission Bête pas bête plus. Puis c'était faites une activité pour parrainer la remise en liberté de nos autres proies. Il y a des enfants qui ont vendu des canettes, il y a une garderie qui ont fait un marchoton, puis ils mettaient leur nom sur la remise en liberté d'un oiseau de proie. Puis c'était à l'émission Bête pas bête plus là, qu'on en faisait mention. Plus tard, à un moment donné, ça, je fais 4,5. Hein? C'était-tu bon, cette émission-là? Je donne des conférences ces temps-ci. Là, depuis 3 ans, je donne des conférences à l'Université du 3e âge, de l'Université de Sherbrooke. Puis quand je montre ça, « Ah oui, 4,5! » Mais je montre ça à des enfants. C'est quoi ça? Mais très, très brièvement, parce qu'il ne faut pas que je m'éternise, on avait une problématique parce que je fais partie de l'équipe de rétablissement des oiseaux de proie du Québec. C'est gouvernemental, mais il y a des ONG, il y a des organismes en but lucratif qui participent à cette équipe-là. Et on avait fait une espèce de plan de communication pour dire le pigard à tête blanche est une espèce menacée. Il faut savoir, il faut faire connaître ça. Donc, on s'est tout regardé avec un 60 pages de plan de communication. OK, mais comment qu'on fait ça? Comment qu'on le réalise? Pas d'argent. On n'avait pas de budget pour le faire. Là, je dis, bien, attendez, j'ai peut-être une idée. J'appelle Pierre. Je dis, Pierre, on a besoin de faire voir le pigard à tête blanche, c'est-à-dire c'est une espèce menacée. Hey, Guy, ça tombe bien. On a un épisode qui n'est pas écrit. Fait qu'ils ont écrit un épisode et on est allé, dans le temps, il y avait Yves Gosselin qui était superviseur de tout ce qui était sur le plateau en animaux. J'ai apporté un pigard à tête blanche, j'étais là, puis ils ont fait toute une histoire autour du pigard à tête blanche. Puis c'est quoi, 1,5 million d'auditoires qui ont vu le pigard, puis là, on a dit, c'est une espèce menacée. Puis on a mis une radio fake qui avait des plombs, puis il a été tiré au fusil. Hey, on n'a pas le droit de tirer ces oiseaux-là. En tout cas, c'était fantastique. Après ça, j'étais content de faire jouer l'épisode à mon équipe de rétablissement, de dire voici votre plan de communication. Et bon, les oiseaux de proie, c'est quand même assez sexy. On a eu quand même des beaux reportages à Découverte, La Semaine verte. Dans le temps, il y avait l'émission Feu vert à Télé-Québec. Et Boucard Diouf. J'ai eu une entrevue avec Boucard qui était fantastique. Là. On a dit pourquoi que les Américains ont choisi le pigard à tête blanche. Dans le fond, un des présidents américains voulait que ça soit le dindon sauvage. Donc, je termine avec l'évolution. On a parlé de la clinique des oiseaux de proie, puis je vais juste amener une petite précision sur la présentation qui était très bonne, comment on me présentait, mais ce n'est pas notre intention de déménager la clinique des oiseaux de proie à Chouette-Avoir. C'est 2 choses qui sont très complémentaires. Je ne veux pas lâcher, moi, l'enseignement qui peut se faire à la Faculté de médecine vétérinaire, puis vous avez la preuve, vous avez vu tous les gens qui sont succédés, qui sont passés par chez nous. Mais Chouette-Avoir, c'est quoi? C'est
c'est un site qu'on a acheté, 22 hectares de propriété qu'on a acheté, l'UQROP a acheté. Et puis, on avait une difficulté. Dès le début, il y avait un pont à construire parce qu'il y a une rivière à traverser à Saint-Jude, la rivière Salveille. On a contacté les Forces armées canadiennes. Ils avaient un exercice de génie de combat à faire. Et puis, en 15 jours, ils nous ont construit le pont. Eux, ce qu'ils font, c'est quand ils font le génie de combat, ils construisent le pont puis ils repartent avec. Moi, j'ai dit, laissez-le là. On a fourni la bouffe, puis ils étaient bien contents. Non, mais sans blague, ça a été vraiment un bon coup. Ça a quand même pris 2 ans de démarche avec les Forces armées canadiennes, mais on a fini par avoir notre pont. Malheureusement, quand on a eu notre beau projet d'ouvrir à l'année, de construire un centre d'interprétation, on était tout prêt, on avait notre financement, on commençait à construire. La municipalité ne nous donne pas le permis de construction. Pourquoi? Parce que le pont n'était pas conforme pour la sécurité incendie. Les camions de pompiers, ça n'arrête pas de grossir, ces machines-là, et ça pèse lourd, et ça ne pouvait pas passer sur le pont. La portance du pont de l'Armée n'était pas suffisante de 5 tonnes, parce que c'était un 35 tonnes, puis il fallait 40 tonnes. On a défait le pont. Puis là, je vous passe bien des histoires, mais on a vendu notre pont de l'Armée parce que c'est un pont qu'on voit, là, c'est montable, démontable quand il y a des constructions sur la 20, là. On a pu vendre ça. Et on a approché la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain, etc. Puis on a récupéré des pièces du pont Champlain qui ont démantelé. Fait que ça, c'est des pièces neuves de l'ancien pont Champlain, pas le pas bon. Et puis, on a construit ça en 2022. C'est ce que ça a donné. On a un beau pont maintenant pour traverser qui va probablement me survivre. En 1994, on avait le projet de construire de s'installer sur le site. Ça nous prenait un complexe de volières parce que c'est à la clinique, on n'avait pas d'endroit à Saint-Hyacinthe pour entraîner les oiseaux dans les volières. Et on a mis 2500 heures de bénévolat, d'ornithologues. Même, il y a des... Je me demande si, Dr. Barrette, vous n'étiez pas venu, hein? Vous étiez venu. Il y a des professeurs de la faculté qui sont venus planter des clous. Ma famille au complet est venue. Des ornithologues. Hydro-Québec est venu nous planter les pieux gratuitement. Ils sont venus 3 camions, puis en une après-midi, ils nous ont fait la fondation. Donc, on a réussi à construire ce complexe-là en 1994, ce qui est unique, assez unique, même en Amérique du Nord. Il y a 9 volières, puis vous voyez la grandeur de la volière, là, où est-ce qu'on peut entraîner un oiseau là, avant la remise en liberté. Et ça, c'est une partie de ce que les visiteurs peuvent voir quand ils viennent à Châteauvoir. Sinon, les gens qui viennent à Châteauvoir voient des présentations éducatives, des spectacles de vol d'oiseaux, des oiseaux qui ne peuvent pas être remis en liberté, qu'on a soignés, mais qui ne peuvent pas être remis en liberté. Et puis, on a eu une défolle il y a 5 ans. C'est-à-dire, en fait, on a fait une rencontre de planification stratégique avec des gens des affaires, de la médecine vétérinaire, de la Fondation de la faune, le ministère de la faune. Puis on voulait savoir, l'UQROP, on bat de l'aile un peu. Là. On a de la difficulté à fonctionner parce que vous comprenez que c'est un travail de bon samaritain. On ne reçoit aucune subvention du gouvernement ou peu importe pour soigner des oiseaux de proie. Heureusement, la faculté de médecine vétérinaire, dans le fond, nous permet de faire ce qu'on fait avec l'enseignement qui est fait, mais il n'y a pas d'argent qui est mis sur la réhabilitation des oiseaux. Donc, on s'est dit, avec ces sages-là, il faut passer dans les ligues majeures. Il faut passer à une autre étape, devenir un centre de référence pour les oiseaux de proie, et à l'éducation, de la formation, d'être ouvert à l'année. Et tant qu'à faire, on a fait un travail avec l'Université Concordia, qui a une équipe fantastique pour la construction verte éco-énergétique. Vous voyez ici des panneaux solaires, tout ça. Ça, c'est une bâtisse qui serait au complet, si on avait tout réalisé avec les panneaux solaires, unique au Canada. Puis les normes de construction sont 3 fois les normes de la régie du bâtiment là, au Québec. Et on entend parler, il faudrait bien isoler nos maisons. Nous autres, on est bien isolés, très bien isolés. Et c'est réalisé. On a fait ça depuis 2022. C'est le bâtiment qu'on a, un bâtiment de 2 étages. On est ouvert depuis février. Maintenant, juste vous mentionner qu'on a vécu la COVID là-dedans. Il y a eu une explosion des coûts. Et présentement, on vit un peu sur la corde raide. On est en refinancement pour arriver parce qu'il y a eu des dépassements de coûts. Puis les dépassements de coûts, les gens des affaires n'en viennent pas parce qu'on a 10 de dépassement de coûts. C'est très bon comme gestion parce qu'on entend d'autres choses quand il y a de la construction. Mais on est fiers de ça, mais c'est un projet de 9,5 millions, là. Et là, présentement, on vit la situation on a de l'argent de subvention
Mais eux nous donnent le dernier versement de la subvention quand on a déboursé et payé tout. Mais là, on a une facture de 1 million qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'a pas le tampon, et on n'est pas capable d'avoir la preuve qu'on l'a déboursé pour avoir la subvention. Là, on travaille sur le financement, tout ça. Mais on va y arriver. La SADC nous aide beaucoup à Saint-Hyacinthe et on a un plan de financement. Mais tout ça pour dire que je nous compare un peu à la SPCA, un peu plus spécialisé avec les autres poids. Mais la SPCA, vous savez-vous, c'est quoi le budget d'opération annuel de Montréal? 13,5 millions. Il lève à peu près 1,5 million aux 6 mois juste de dons. Et heureusement, la directrice générale, je l'ai rencontrée, puis elle est très favorable à ce qu'on fait. Puis elle dit, vous faites vraiment quelque chose qui nous ressemble. Puis en philanthropie, combien de fois je me suis fait dire, je ne joue pas dans mes plates-bandes. Ne viens pas demander de l'argent, parce que nous autres, on en demande aussi. Elle a été un grand livre ouvert. Elle a dit, écoute, les donateurs, ils donnent facilement pour 2 ou 3 organismes. Ils ne vont pas donner juste à un organisme. Donc, je vais te mettre en contact avec notre responsable des dons majeurs. Il faut voir quelque chose. Il faut voir comment on peut vous aider. Donc, oups, celle-là a passé trop vite. Celle-là, je l'aime, cette image-là. On a plein de photographes qui nous envoient des oiseaux, mais regardez le reflet de cet épervier brun-là. C'est comme ça que je vois le réseau national des oiseaux de proie, ou appelez ça le réseau de programme québécois de réhabilitation des oiseaux de proie. La clinique des oiseaux de proie et l'UCROP sont le reflet l'un de l'autre, et c'est ce qu'on souhaite. Donc, pour revenir, on ne veut pas déménager les soins vétérinaires à Chouette-Avoir. On veut continuer un travail ensemble, comme ça. Puis, bien, c'était mentionné un petit peu, je veux juste mentionner que les prix que l'UCROP ou que moi j'ai pu recevoir, c'est vraiment l'UCROP, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, c'est l'ensemble des gens qui se sont mis la main à la pâte pour rendre ça possible. Maintenant, on commence à rentrer dans les grandes ligues des prix du tourisme. On est finaliste pour le gala des affaires là, de la Chambre de commerce là, qui va avoir lieu là, dans 2 semaines, la semaine prochaine, dans 2 semaines. On est finaliste pour le développement durable. Oups. Et je finis avec cette image-là. Dr Pierrard était venu dans une réunion de l'après à Saint-Jude. Et puis, on lui avait fait remettre nos autres proies parce que c'est un autre mentor qui nous a tout enseigné. Là. Donc, la remise en liberté de nos autres proies, c'est un symbole positif puis qui nous permet de penser qu'on peut avoir des visions positives de l'environnement. Il ne faut pas tomber dans l'anxiété, l'éco-anxiété. Merci de votre écoute. Parfait. Merci beaucoup, Dr Fitzgerald. C'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce que vous auriez des questions? Poser le chapeau à la fin, c'est ça? Par rapport à ce qu'on vient de dire, on a un réseau, vous avez un réseau, on a des gens qu'on connaît. Puis c'est surprenant des fois à quel point, à un moment donné, quelqu'un va me dire « Ah, bien moi, je connais un étudiant, un interne qui me disait l'autre fois « Ah, c'est mon grand-père qui a fondé les Dragons. » Tu sais. Ah, OK, c'est intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est si jamais, avec la conférence que je vous ai donnée, vous pensez à une possibilité que quelqu'un qui a des sous qui pourrait mettre, puis tu sais, des fois, ça peut être un prêt sans intérêt. Il y a un centre aux États-Unis qui ont ils ont 5 millions US en fiducie. Ils ne touchent pas le capital, ils touchent juste les intérêts. Il y a toutes sortes de formules. Puis, je finirai avec, je nommerai pas les gens, mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils nous ont mis sur leur testament. Ils sont en pleine santé, puis je leur souhaite la santé aussi. Moi, Bon, alors moi, j'aurais une question. Oui. OK. Est-ce que chez les oiseaux de proie, vous avez déjà eu des cas d'influenza aviaire? Et effectivement, l'influenza aviaire, les oiseaux de proie sont très sensibles.
peut-être plus que les encériformes, les canards, les oies, parce que les oies, les canards peuvent être porteurs asymptomatiques, mais pas les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie meurent en 3-5 jours. C'est fatal. Et oui, on a eu des cas. Donc, on a un protocole à la clinique des oiseaux de proie. S'il y a des signes neurologiques, tout ça, l'oiseau s'en va. S'il est vivant, quand il arrive, il s'en va au CQSAS, puis il est euthanasie. Puis on a eu des cas qu'on a vus. L'oiseau était dans la boîte, l'agent arrive avec l'oiseau, on ouvre la boîte dehors, on regarde l'oiseau, puis l'oiseau, il est comme ça. Là. Non, ça veut dire non. On l'envoie au CQSAS. Puis heureusement, parce que c'est très... Il ne faut pas rentrer ça dans une clinique. Puis même, il y a une évolution, on parlait de l'Agence canadienne, puis il y avait un mouvement de panique là, en 2021, là, de dire, écoutez, votre réhabilitation, vous arrêtez tout ça, là. Non. Avec Stéphane Lair, tout ça, on a regardé un peu plus concrètement, avec la science, dire, il y a moyen de... Puis on va vivre avec ça, oubliez ça. Hein? C'est présent dans la faune et on va vivre avec ça, un peu comme le virus du Nil quand il est arrivé en 2000. Là. Donc, oui, on est prudent avec ça. Déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Ben, en fait, je dirais les espèces cibles, c'est les espèces charognards ou charognards opportunistes. L'urubus à tête rouge va trouver un oiseau mort, un canard, il va le manger, il va tomber malade. Ou opportunistes comme l'aigle royal, le pigarre à tête blanche, Busaceurus, c'est dans des espèces. Là. Ouais. Bon, je remercie beaucoup, Dr. Hall. Encore un autre exemple de développement incroyable qu'un vétérinaire a pu faire et je pense que c'est quelque chose qui va rester.